Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi aujourd'hui, Jerry Godbout. Salut Jerry. Salut JB, ça va bien? Salut. Et Rick Springhetti. Salut Rick. Bonjour, ça va? Yes. Rick, je t'ai appelé en renfort parce que moi et Jerry, on va se battre à soir. T'es pas au courant, là? Regarde, je veux juste aller et je reste là. Jerry, je t'aime. Tu le sais, je t'aime d'amour. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Jerry? Ça doit faire pas loin de 20 ans. Facile. Ben, ouais. Ah, 15 puis 20. 15 facile. Facile 15. Fait 16 ans, je suis avec ma blonde, je t'ai connu après. Fait on va dire 15, OK? Fait ouais, que tu 15. le sais. 20, c'est intense, mais 15, c'est un bon chiffre. Ah, on n'a pas allé à l'école ensemble. On n'a pas élevé les cochons, comme diraient les cultivateurs dans mon corps. En tout cas, mais là, aujourd'hui, ça brise, OK? On recolle les pots ou ça casse, OK? Ben non. Je te dis que non, moi. Ouais, OK. On va être d'accord à la fin. Fiche du Canadien, après 70 matchs, 33-28, 9 bons pour 75 points. Le Canadien est la deuxième wildcard dans l'Est, donc est en série actuellement. Selon moneypuck.com, 43,6% des chances de faire les séries, donc c'est pas gagné encore avec la défaite hier en plus. Ça n'a pas aidé la situation. Les rangs de sélection au repêchage, si rien ne bouge, s'il n'y a pas de loterie, mettons que la saison finit là, le Canadien a le 15e et le 17e choix. Le 17e étant celui des Flames de Calgary. Avant qu'on parte sur les différents sujets de la discussion d'aujourd'hui, je veux juste annoncer un petit peu le planning du show. Le 16 avril prochain, moi, je vais avoir une opération avec un délai de, pas de réanimation, mais de remise sur pied qui va prendre un certain temps. Fait que là, je vais faire un blitz d'enregistrement de show dans les prochaines semaines. Demain, je vais participer au podcast La Brigade, qui est un podcast sur les sénateurs d'Ottawa en français. Fait que je vais aller parler avec eux autres qui ont eu Jacques Martin en entrevue. Moi, juste ça, ils m'ont gagné. Je vais dire, c'est vrai, je vais y aller. Puis on va les recevoir en retour la semaine prochaine. Le 3 avril, on va recevoir l'ancien du Canadien, Pierre Dagenet, et papa aussi de Maddox Dagenet. C'est le premier duo père-fils de l'histoire de la LHJMQ à être sélectionné au premier rang au total du repêchage. Donc, on va avoir Pierre le 3 avril prochain et nous aurons Charles Pellerin le 7 avril. Chucky Pellerino, pour ceux qui écoutent Dread sur le tape, les épisodes repêchage. Donc, je me suis booké là, avant de plus être capable d'en faire des podcasts. Je suis comme, ah ouais, mettez ça dans mes veines direct. On va faire plein de podcasts. Je vais être brûlé pour l'opération, mais je vais être heureux. C'est ça l'objectif. Donc, voici le planning pour les prochaines semaines. OK, Jerry, j'ai fait la poutine. J'ai fait les patentes, là. Là, on jase. Je calculais cette semaine, j'ai une bulle qui m'a passé dans la tête. Puis là, Rick, tu me diras si c'est moi qui est dans le champ ou si c'est Jerry, là. Mais selon moi, le Canadien a la possibilité d'avoir dans ses rangs, pour la première fois en 71 ans, 2 récipiendaires back-à-back du trophée Calder avec Lane Hutson et Ivan Demidov. La dernière fois que c'est arrivé, 1953-54, c'était, écoute, on va te rappeler des souvenirs, Rick, dans ta jeunesse. C'est pour les bons mots, ouais. Lorne Rosley et Camille Henry des Rangers de New York. Hein? On s'en souvient de... Le bon joueur aussi. Camille Henry, moi, ça me dit rien. Je sais pas. J'ai aucun souvenir. Peu importe. Vrai ou faux, le Canadien va faire ça. Moi, je suis convaincu que ça va se faire. Jerry est pas d'accord. Rick... OK, vas-y, Jerry. Vas-y, là, avant. Drop les gants, là. L'arbitre, c'est Rick. Ce que je veux dire, c'est que je veux que ça arrive. Ce que je pense, c'est que ça n'arrivera pas. Pourquoi ça n'arrivera pas? J'ai le feeling
Feeling. Oui, moi, c'est vrai que c'est vraiment plus du feeling qu'autre chose. Tu sais, je veux qu'Hudson le gagne. J'ai le feeling qu'il a les stats pour, mais je pense quand même que Celebrini va le gagner. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment l'impression que c'est entre ces deux-là que ça va se passer. Juste parce que Celebrini, c'est le premier pick. Je sais pas pourquoi. J'ai le feeling que le premier pick a un aura, mais tu sais, je peux me tromper. Puis je veux me tromper. Je veux qu'Hudson le gagne. C'est pour ça que je te dis que on se battra pas à 100%. Ouais, on se bat. Moi, C'est je suis vraiment prêt, plus là. une question que j'ai l'impression que Celebrini va le gagner. Je sais que c'est les journalistes qui votent pour ça d'un sens, mais j'ai l'impression que si tu le donnes à Hudson, c'est juste de dire aux autres DG qui sont un peu caves de pas avoir pris Hudson en première ronde. Je sais pas. Moi, là, OK, juste de même, si j'étais Lane Hudson, je serais fucking heureux parce que j'ai plein de talent. Deuxième point, c'est que si je gagne le trophée Calder, je vais chercher mon trophée avec mes radiographies que j'ai amenées au draft pour montrer au monde vous auriez dû me drafter, gang de sale. Je suis un effronté de même. Fait que, Rick, toi, t'en penses quoi? Tu sais, Demidov, je pense que c'est un long shot encore parce qu'il n'est pas dans la Ligue nationale, mais on s'entend qu'il a le talent. C'est ça. Tu peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver l'an prochain, là, si on ne le souhaite pas. Là, même une petite blessure, quelque chose arrive, c'est toujours possible. Mais je pense que Demidov c'est un peu tôt, mais je pense que c'est le favori déjà pour l'année prochaine. Cette année, on sait que Montréal, tu sais, que tous les équipes vont faire ça, mais Montréal vont un peu pousser la candidature un peu de Lane Hudson. Ils vont faire de la publicité pour lui. Et tu peux pousser certaines affaires, certaines statistiques. C'est le meilleur compteur chez les défenseurs, je pense, en 25 ans comme une recrue. Tu peux pousser le fait que... Puis je pense qu'on oublie ça récemment, mais Montréal a eu toutes sortes de problèmes cette année à trouver un défenseur pour jouer du côté droit. Ils ont essayé un paquet de gars avec beaucoup d'expérience. Puis en fin de compte, c'était le petit nouveau, le petit Hudson, que lui, on l'a mis au côté droit, puis il est vraiment excellent. Non seulement il est excellent, Jaden Struble est devenu excellent juste à jouer avec lui. Alors, tu peux, comme organisation, c'est sûr que tu vas faire un peu de networking, un peu de publicité, un peu de message que tu vas lancer pour pousser Hudson. Il y a bonne raison pour voter pour Celebrini aussi. Là. Je veux dire, c'est défenseur, joueur de centre, c'est deux positions extrêmement difficiles. Et les deux sont en train de dominer comme recrue, comme pour leur équipe. Récemment, on commence à entendre le nom de Dustin Wolf qui sort beaucoup à Calgary. Jeune gardien avec des excellentes statistiques, qui est en train de charrier une équipe qui ne devrait pas être en série. Il est en train de les charrier en série en ce moment sur son dos. Le tabac. Ça ne sera pas facile pour Lane Hudson, mais moi, je crois qu'il va le gagner. Et si je peux rajouter une petite couche supplémentaire, Hudson pourrait le gagner cette année. Demidov l'année prochaine. Et peut-être dans 2 ans, Jacob Fowler aussi. Ah, ça, je suis Arrête, là, j'ai la chair de poule. Check-moi J'ai les honnêtement bras. eu un frisson, moi, avec. Check-moi les bras. Les peu de poils que j'ai sur les bras sont tous drettes. Ça serait vraiment quelque chose. Puis là, dis-moi, dans 3 ans, Michael H. Là, On va arrêter là un peu. Ouais, c'est ça, là, Vanné. Là, juste pour rajouter, OK, Quinn Hughes a gagné le Calder à sa saison, 56 points en 73 matchs. Lane Hudson est à 56 en 72. Et ça, il est à égalité au 56 points, ça, c'est égalité au 10e rang de l'histoire pour la production offensive chez les défenseurs recrues. 10e rang, là. C'est hallucinant. Là. C'est pas le hockey des années 80 où est-ce que c'était des festivals offensifs. Là. En 2025, c'est beaucoup plus des systèmes structurés, c'est compliqué. C'est des longs, même l'horaire est très long maintenant. Puis, il n'a pas manqué de parties. Il est là, on pensait frère. On dit, on va lui donner 50-60 matchs pour qu'il s'habitue. Il n'y a pas de problème pour lui. Il joue ses 25 minutes. Non seulement ça, on a entendu cette semaine qu'ils ont dû l'obliger à pas se présenter dimanche passé à l'Arena. Il dit, j'ai pas d'hobby, j'ai rien à faire, moi. Je regarde pas les films, je regarde pas les jeux vidéo, alors je veux venir à l'Arena. Il était tout seul avec Pezzetta la semaine dernière. Ça me rappelle une anecdote, ça. C'est un ancien entraîneur des Penguins de Pittsburgh qui disait ça. Quand Crosby est arrivé dans la Ligue nationale, puis là, t'avais Malkin, t'avais Crosby, tu sais, t'avais tout ce Fleury, t'avais Le Temps, tu sais. Puis
les gars d'Arena, t'es obligé de couper le courant, fermer les lumières parce que les kids étaient tout le temps à l'Arena. Jouaient au ping-pong, jouaient au soccer, étaient sur la glace. T'es obligé de couper le courant pour les sortir de là. Ça, des jeunes qui sont motivés comme ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent. Ils ont aussi enlevé la table de ping-pong de l'Arena parce que Crosby était trop compétitif. Ils ont dû enlever ça parce qu'ils disaient pas d'allure. Ils ne veulent pas accepter une défaite au ping-pong. Alors, ils l'ont enlevé simplement. Bon, tu vois. C'est intense, ça. Ben, moi, c'est ça que je veux dans la vie. Oui, mais c'est correct. C'est ça. On va pas se plaindre qu'Hudson est comme ça. C'est magique, là. Ben, c'est à Montréal. C'est ce qui montre. Ouais, c'est ça, Rick. C'est ce qui montre, c'est ce qui fait que ces gars-là, ils sont spéciaux. C'est pas des talents comme n'importe qui d'autre. Si le hockey, c'est juste 99% de ton champ d'intérêt, tu seras pas Wayne, tu seras pas Sidney, tu seras pas ces exceptionnels-là. Tu seras pas Jaromir Jagr qui joue encore à 112 ans. Tu seras pas ce monde-là. Mais dans son cas, il est obligé un peu de jouer, hein, parce que s'il ne joue pas, il n'y a pas de personne qui se présente à l'Arena, puis on sait qu'il a perdu des millions et des millions à gager sur le football américain collégial, que tu ne connais pas du tout par là. En tout cas, c'est d'autres choses, là. Mais, le fameux 1% d'intérêt de Jagr, c'était dans le gambling, puis ça lui a coûté le 99 qu'il a fait. Mais tout ça pour dire que, écoute, je pense que Montréal ont beaucoup d'arguments pour voter, convaincre les gens de voter pour Hudson. Même son jeu défensif, il n'est pas mauvais du tout. Il est capable de tenir son bout dans le jeu. Il brise les jeux de l'équipe adverse, il utilise bien son bâton, même son positionnement physique. Il est déjà un peu petit, mais il s'accroupit un peu, alors il est dur à contenir pour les adversaires. Sa relance, même que son tir s'est amélioré un peu. Alors, au début de l'année, c'était une grosse faiblesse. Maintenant, il y a encore du travail à faire sur ce côté-là. Mais son tir s'est amélioré. Alors, écoute, moi, il y aurait mon vote. Peut-être que je suis de Montréal, alors peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais je pense que pour moi, Hudson, c'est la recrue de l'année. Mais tu peux pas. Juste le fait, 15e dans l'histoire en ce moment, il est au 15e rang à cause du nombre de matchs puis tout ça. Mais à quintuple l'égalité au 10e rang pour la production offensive chez un défenseur recru de l'histoire, là. On parle pas des 5 dernières années, on parle pas des 10 dernières, on parle de l'histoire de la Ligue. Puis tu me dis que ça vaut peut-être pas le Calder. Comme, ça va vous prendre quoi? Qu'est-ce que ça va prendre? Ça va peut-être prendre un Celebrini qui est vraiment spécial aussi, par exemple, puis on ne peut pas lui enlever. Écoute, mais je m'en souviens de l'avoir vu l'année dernière, puis j'avais dit à quelqu'un, ce gars-là, il est tellement bon, il rend le jeu défensif spectaculaire. il est bon à ce point-là, puis il n'y a pas beaucoup de support. Écoute, San Jose, on regarde l'alignement, là, puis c'est peut-être que le Rocket de Laval aurait une chance avec contre eux, là. C'est vraiment, vraiment faible comme alignement. Puis ils ont même échangé les quelques joueurs décents qu'il y avait à la date limite des échanges. Alors, il faut y donner du crédit, oui, et peut-être que ça va convaincre des gens pour voter pour Celebrini, mais encore là, mon vote là, ça. Moi, l'affaire qui jouerait peut-être en faveur de Celebrini, c'est vraiment juste une question de points. Justement, comme Rick dit, le petit côté où il y a zéro hype là, à San Jose, c'est Celebrini, c'est ça, là, l'équipe quasiment. Là. Puis Celebrini a juste 58 games de jouer, ce qui est quand même 12 games de moins, puis c'est juste 2 points de moins. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'ils vont prendre en considération le fait que si le gars aurait joué 70 points, il aurait eu genre 65 points. T'sais? Ça aurait pu changer toute la donne, ça, avec. Parce que c'est plate, mais c'est souvent les points qui vont être pris en compte pour ce genre il les a pas joué, avec des si. Oui, je sais, mais quand même, si tu y vas point par match, Celebrini est devant Hudson. Je sais que c'est un défenseur, ça va pas probablement peser dans la balance, puis je suis 100% d'accord. Il n'y avait pas le premier power play au début de la saison, c'était Matheson qui l'avait. Tu sais, tu dis, Celebrini, il est tout seul, mais en même temps, ça a fait en sorte qu'on lui a tout de suite donné le rôle de premier centre, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Lane Hudson a dû grappiller les rangs pour monter dans la hiérarchie chez le Canadien de Montréal, parce qu'il y avait d'autres mondes en avant de lui. Fait que le début de la saison, il y a eu rapidement du temps de jeu de qualité, mais il a fallu qu'il aille chercher ça a pris une quinzaine de matchs avant qu'on lui donne le premier power play pour
par respect pour Matheson. Fait que tant qu'à ça, hey, si Lane Hutson, il avait eu le premier power play depuis le début de la saison, il y en a-tu 5 points de plus? Et moi aussi, là, je peux t'en mettre des ici. Là, pour oui, non, mais c'est vrai. En fait, moi, je pense vraiment que le top 2 pour le Calder, c'est Hudson et Celebrini. Il n'y a aucune discussion là-dedans. Michkov a de l'air. J'ai l'impression. Moi, avant, c'était mon top 3 avec Michkov. Jusqu'à ce que justement Wolf qui commence à rentrer beaucoup trop dans les discussions pour tasser un peu Michkov. Puis, tu sais, Michkov, très bonne saison cette année. Est-ce que moi, j'ai le feeling qu'il y a un Tortorella qui l'a comme un peu éteint dans certaines séquences. Je sais pas. Mais pour vrai, je pense que c'est un de nous deux qui va avoir raison. Je veux que ce soit toi qui ait raison. C'est pour vrai, je veux vraiment qu'Hudson le gagne. Je veux aussi que Demidov le gagne l'année prochaine. Puis ça, là-dessus, par exemple, pour vrai, tu sais, comme Ricky dit, il part favori. Même avec la draft l'année prochaine, je vois personne battre Demidov. Tu vois-tu quelqu'un, toi, le Rick, talent, qui pourrait venir chauffer Demidov pour le Calder l'année prochaine? Je pense pas qu'il y a personne. Je veux dire, on peut regarder à Matthew Schaefer, qui est un superbe défenseur. Le problème, c'est que Matthew Schaefer, il y a deux problèmes. Un fait, c'est qu'il a manqué la moitié de l'année avec sa clavicule qui a totalement détruit. Je veux dire, bien sûr, une clavicule, c'est 6 semaines habituellement. Mm-hmm. Lui, il va manquer au moins 3 mois. Alors, ça me dit que c'est quand même avec une blessure sérieuse. Une autre chose avec Schaefer qu'il faut penser, puis ça va peut-être affecter la décision que l'organisation va prendre. Ce gars-là a été né, je pense, 8 jours plus tard, puis il n'était même pas éligible pour le repêchage de cette année. Il est jeune à ce point-là. Là. On parle d'un très jeune 18 ans. Est-ce qu'on veut faire graduer un jeune à cet âge-là dans la Ligue nationale à position de défenseur? Je pense que ça va arriver. On n'aura pas le choix parce qu'il n'y a rien à prouver dans le hockey junior. Mais c'est le seul. Je veux dire, Michael Misa aussi est un joueur que j'adore, mais je ne pense pas qu'il est assez dynamique pour être déjà un candidat au trophée Calder. Même que je pense qu'il va peut-être aller jouer au collège américain. Il parle de ça un peu. Ça pourrait être une nouvelle voie par ailleurs. Beaucoup de jeunes joueurs faire une année dans le junior majeur, leur année de repêchage, puis à la place de rester dans le junior, aller une année dans le programme collégial américain qui est plus une ligue d'hommes, puis ça va être une meilleure adaptation pour eux, puisque ça, ils ne peuvent pas aller dans la Ligue américaine de hockey. Alors, ça va être très intéressant à voir l'année prochaine, mais je ne vois pas d'autres candidats. Ouais. Cette semaine, Tony Marinaro, sur les ondes de BPM Sport, parlait de Lane Hutson en disant que éventuellement, il deviendrait le défenseur le mieux payé de la Ligue. Moi, je suis loin d'être convaincu de ça. Il y a quand même un Cale McCartan avant de lui en termes. Avant qu'il prouve les mêmes choses qu'un McCarr et qu'un Quinn Hughes, il va falloir qu'il en fasse plus qu'en ce moment. Mais je voulais quand même amener la discussion. Vous pensez que ça va être quoi son prochain contrat? Parce qu'il faut déjà commencer à y penser. Là. C'est l'année prochaine, sa dernière année de contrat. Là. J'ai fini avec un Jacob Chikrin qui a été capable de chercher un 9 millions par année. Je sais aussi que tu peux y aller justement avec un Cal McCarr qui lui aussi, je pense, cap hit de 9 millions par année. Moi, j'ai le feeling qu'avec le pourcentage du plafond qui va augmenter, j'ai le 10 millions, je serais même pas surpris. À moins que le gars soit vraiment, non, c'est beau de moi 8 millions ou genre proche de Suzuki, ce qui m'étonnerait. Mais tu sais, le club a l'air d'être tellement soudé, je sais pas à quel point il ferait genre, ouais, c'est beau, on dépassera pas le capitaine. J'ai des doutes, là, mais. Là, je pense que c'est un autre type de contrat. C'est un bridge contract, comme on appelle. Alors, tu payes peut-être un peu moins par année, mais tu achètes des années plus tard. Alors, mettons que le bridge deal pour Montréal, c'était 5 millions, mais peut-être qu'on lui a fait 9 millions, mais tu signes pour plus longtemps. Alors, tu vas avoir plus d'argent maintenant, mais plus tard, tu vas avoir un peu moins. C'est une possibilité aussi. Alors, mais jusqu'à présent, Kent Hughes a été un fin négociateur. Je veux dire, je regarde les contrats de Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Goulet. C'est tous des bons contrats, là. Alors, je pense qu'il va bien négocier ça. Et écoute, Hudson, je crois, adore jouer à Montréal. Je pense qu'il est à l'aise ici. Il aime la pression. Il veut la pression. C'est le type de gars qu'il est. Alors, je pense qu'il y a moyen de venir en entendre. Je ne serais pas surpris que ce soit 8 à 9 millions, mais peut-être pour 7 ou 8 ans. 7 ans ou 8 ans, parce qu'il va acheter il va avoir un peu plus d'argent plus tôt qu'il pourrait en avoir, mais il va en avoir un peu moins plus tard.
Puis il pourrait se garder moins d'années d'autonomie brûlée avec ce contrat-là, tu sais. Avec un contrat de 6-7 ans, tu sais, il va pouvoir renégocier au meilleur de sa valeur. Je disais qu'il allait pouvoir re-signer l'année prochaine. En fait, il reste 2 ans de contrat, mais à partir du 1er janvier 2027, si je ne me trompe pas, 2027, il va pouvoir... 2026, excuse. Il va pouvoir signer une prolongation de contrat avec les Canadiens de Montréal. Moi, je me faisais la réflexion que, tu sais, comme tu disais, Rick, que Hughes est tellement bon pour négocier. Moi, je serais pas surpris qu'il sorte un 8x8. Puis qu'on fasse comme, quoi? Il a donné des actions des parts dans la compagnie Molson. Il y a quelque chose en dessous. Une aubaine à 8x8. Ça serait incroyable, mais c'est pas impossible non plus. Si le gars veut jouer ici, puis l'affaire aussi qui arrive, c'est que tu t'approches d'être une équipe dominante pour longtemps. Tu vas avoir beaucoup de succès qui s'en vient à Montréal. C'est intéressant pour les joueurs d'avoir cette option-là à la place de se faire. S'il est échangé, mettons, qu'il n'arrive pas à venir à l'entente, puis il est échangé, là, il est disponible pour 31 équipes de la Ligue nationale. Il peut se ramasser à Buffalo, il peut se ramasser à Chicago, il peut se ramasser à des places où il ne veut pas aller non plus. Alors, tu as peut-être intérêt un peu à signer. C'est dur, c'est très difficile à savoir. Là, puis ça dépend de son agent aussi, si son agent est plus combatif ou s'il est plus conciliant, je ne sais pas. C'est parce que je me dis, tu sais, à Montréal, tu vas être une vedette de la Ligue. Est-ce que tu serais pas, je vais dire n'importe quoi, tu sais, mettons, en Utah. Tu ne seras pas une vedette de la Ligue. Tu as une valeur marchande pour tout ce qui est commanditaire, toute cette visibilité-là en dehors. Et en plus, oui, il y a plus d'impôts au Canada, mais tu te fais payer en dollars américains, mais tes dépenses sont en canadien. Fait que ton style de vie aussi, et tu sais, c'est 65 cents de dollars canadiens sur la pièce américaine à peu près. Ben, ça veut dire que tu as presque 35% de valeur dans tes poches en termes de paye que ce que tu as réellement en termes de salaire, tu sais, sur ce que tu peux dépenser. Fait que, tu sais, tout ça peut venir en ligne de compte. Puis, je suis convaincu que, tu sais, Ken Hughes nous l'a montré, là, ses talents de négociateur sont élite là, parmi la Ligue nationale. Il me fait penser à un Julien Brisebois là, qui est capable tout le temps de sortir un lapin de son chapeau en termes de négociation. Et Lane Hutson, comme tu dis aussi, Rick, le sentiment d'appartenance, de pouvoir bâtir quelque chose avec le Canadien, je pense que ça pourrait peser dans la balance. Là, 8x8, partez pas en peur avec ça. Là. Je pense que je rêve un peu en couleur. Je le souhaite. Je vais dire comme Jerry pour le Calder à Hudson. J'espère avoir raison, mais je me crois pas tant. Je pense que le truc, c'est de lui trouver une bonne blonde québécoise, là, puis il sera heureux ici, puis il va vouloir rester. C'est ça, voilà. Québécoise. C'est ça que ça prend. Ben écoute, il y a des belles demoiselles qui ne demandent que cela, tu sais, j'imagine. Certainement. Ouais, bon, regarde. M'arrange à ça. Moi, m'en occupe. Rick, tu voulais qu'on parle de David Savard, parce que là, la saison avance. On est en pleine course des séries et tu te demandais si on devait peut-être donner du repos à David Savard pour lui permettre d'avoir du gaz. Lance donc la discussion là-dessus. Dis-moi, c'était quoi ta réflexion par rapport à ça? Je n'ai pas de réponse. C'est quelque chose que je voulais discuter avec vous. Là, c'est que la question arrive. On veut donner une pause à... Je pense qu'il serait préférable de donner une petite pause à David Savard. Je pense que on entend des rumeurs qu'il joue blessé déjà, puis il a 34 ans, il a beaucoup de millage dans le corps, il joue un style de jeu très exigeant en termes de bloquer des tirs, puis toujours être en défensive. Le problème que je me demande, c'est comment est-ce qu'on lui donne une journée de congé? Est-ce qu'on fait, s'il revient, l'option serait peut-être Goulet? Il a commencé à s'entraîner avec l'équipe un peu plus à temps plein. Là, la question arrive, est-ce qu'on veut remettre Goulet de son mauvais bord puis lui compliquer la vie? Et c'était pas facile pour lui de jouer du côté droit. Ou est-ce qu'on rappelle un linebacker pour en termes d'urgence? Tu as le droit de 4 rappels d'urgence d'ici jusqu'à la fin de l'année. Montréal en a seulement utilisé 1, je pense, jusqu'à présent. Est-ce qu'on veut faire jouer linebacker dans des parties à ce stade de l'année de sa récupération ou est-ce qu'on veut simplement le garder à Laval et pas penser aux Canadiens en ce moment? Alors, est-ce qu'on devrait lui donner congé? Mais si on fait, comment est-ce qu'on fait? C'est dur. Ouais. C'est une décision qui est dure parce que le Canadien est trop serré. Il ne peut pas échapper des points. Et on le voit, là.
ça c'est un autre sujet mais, que je voulais aborder, mais on va le rentrer là-dedans. Là. Sam Montembeault, il est fatigué. Ouais. À ses 5 derniers départs, là, il est en bas de 890 d'efficacité. Il est vraiment moins performant. Et même si c'est le gardien numéro 1 de l'organisation, en ce moment, je me demande si c'est lui qui donne réellement les meilleures chances à son équipe de gagner à cause de la surcharge de travail. Il n'a jamais eu ce nombre de matchs-là en carrière dans la Ligue nationale. Et ça paraît dernièrement. Fait que du repos, ça serait utile. Sauf que tu peux te permettre ça. Tu peux-tu te dire, c'est pas grave, ces 2 points-là, on va les laisser aller. Ça sera un bonus, on va en chercher un, puis regarde, ça sera un billet de loterie gagnant si on ramasse 2 avec Dobech. Je pense que Martin Saint-Louis, il s'est pris au jeu de vouloir faire les séries, lui. Le Canadien, la direction disait, écoute, on va être dans le mix, on est là, c'est parfait. Même si on termine ça là, puis on fait pas les séries, le Canadien sera pas déçu. Mais Martin Saint-Louis, il veut faire les séries, lui. Fait que je pense qu'il va, presser le citron autant qu'il peut. Là. Je pense qu'il va garder Savard et Montembeault dans l'élément autant qu'il peut. Toi, Jerry? Ben, c'est parce que si Goulet il est prêt, quitte à donner un match à Savard. Parce que là, en fait, c'est que l'affaire qui va arriver, c'est que s'il est trop blessé, on va juste perdre Savard parce qu'il va vraiment se blesser sérieusement. Je veux dire, quand il est trop fatigué, il est trop brûlé, s'il joue déjà blessé en plus, il peut juste empirer une blessure. Puis tu sais, Savard en série, même s'il est rendu un petit peu plus lent, c'est le genre de gars qui peut te calmer un banc, tu sais. Fait que, il est important, puis c'est la même chose avec Samuel Montembeault. Hey, Samuel Montembeault, je checkais ça tantôt, là. Il y a 53 matchs de jouer, son plus haut total c'est 41, c'est 12 games de plus, puis la saison n'est pas finie, il reste 10 games. Ouais. Fait que le gars va clairement dépasser 55 matchs, qui est quand même assez intense. Puis tu regardes le classement des matchs joués, t'as Vasilevski, Hellebuck, Shesterkin, Sorokin. En avant de Puis lui, ouais. Il est top 5 pour les matchs joués dans la Ligue nationale, ça n'a aucun sens. Puis tu sais, oui, il est important. Je pense quand même qu'il fait des... Pour parler de Samuel, il fait quand même des bons débuts de match, mais c'est quand il accorde le mauvais but. Puis tu sais, c'est souvent ça les mauvais débuts de match. Puis tu sais, c'est un Savard qui va être... qui est rendu comme... moi, j'arrête pas de le dire, ça fait 3-4 épisodes. Là. La game va vite. Puis ça commence à apparaître. Est-ce que c'est la blessure? Est-ce que c'est... Peu importe. J'ai vraiment le feeling que oui, il faudrait. Puis tu t'as parlé de Renbacker, ça me fait rire parce qu'en dans la journée, je parlais avec mes amis tantôt, puis ils disaient tous qu'ils voulaient voir un Renbacker parce que ça va super bien à Laval, malgré le fait qu'il a été blessé, qu'il revient. Tu sais, le gars, ça paraît que c'est un stud là, qui va vraiment être bon dans la ligue. Puis je pense que j'aimerais ça le voir jouer dans un match, justement, un contexte de faut pas perdre ces 2 points-là. Tu sais, un match qui vaut vraiment la peine d'être joué. Fait que moi, honnêtement, tous les scénarios, je tasserais savoir pour rentrer un Goulet qui va clairement rentrer ou d'essayer un Renbacker si Goulet n'est pas 100% prêt. T'sais. Je vois pas personne d'autre qui est enlevé. Comme Rick disait tantôt, Hudson fait paraître Trouble comme un super défenseur. Fait que tu peux juste pas casser ça. Il y a beaucoup de monde qui voit Jagger en dehors du top 6. Je pense qu'il y a quand même une certaine importance juste pour comme calmer les gros gars l'autre bord. Ouais, mais il est tellement limité dans les options, des situations de jeu que tu peux le mettre. Là. Stéphane Robida le protège à côté. Là. Ouais, ça c'est sûr. Moi, le scénario parfait, ça serait de mettre un Jacky à l'attaque. Ça, je m'en parle souvent avec des amis, puis j'ai le feeling que ce gars-là pourrait probablement plus avoir la latitude de faire sa loi. T'sais, jouer à 7 défenseurs, ce serait pas mauvais. Mais c'est parce que là, t'as un tiers de Savard, t'as un tiers de Goulet, t'as un tiers de Jacky. Ouais. Ça commence à être compliqué. Là. Ça serait le fun d'en avoir un au complet qui est capable d'être performant. Mais la réponse courte, c'est oui, Savard devrait avoir un petit peu de congé, je pense. Si on est pour aller en série, on va avoir besoin de lui. Puis... Le scénario de rêve pour Montréal, ça serait que l'année prochaine, Ryan Backer commence à donner le défenseur qui va être et qui peut jouer sur un des 4 premières, 2 premières paires de défenseurs. Le partenaire idéal pour Jack Ayr, ça serait Carrier. Alexandre Carrier, c'est parfait pour lui. Ouais. Mobile, intelligent, il peut couvrir pour Jack Ayr. Je pense que d'être jumelé avec David Savard, c'est pas un bon mix avec ces deux-là. David Savard
n'a jamais été un grand patineur, puis c'est un peu plus difficile maintenant à son âge. Et Jacky est un patineur juste correct, mais son manque d'expérience fait que son temps de réaction est juste un tout petit peu lent et il n'y a pas la vitesse pour toujours se, se rattraper. C'est pour ça qu'on remarque qu'il prend beaucoup de pénalités pour accrochage. Ouais. C'est sûr que les arbitres ne sont pas vraiment faciles avec lui. Là, dès qu'il touche quelqu'un puis la personne tombe, on semble croire que ça doit être la Jacky qui l'a fait tomber. Là, mais il prend beaucoup de pénalités pour cette raison-là. Beaucoup de bâtons poignés dans les jambes d'adversaires ou d'accrochage ou des choses comme ça pour cette raison-là. Alors, avec un cavalier, ça serait un partenariat de rêve pour lui. Je pense que tu verrais son jeu prendre un nouveau niveau. Oui, ça pourrait être une combinaison intéressante. C'est juste, encore une fois, le point, c'est que c'est dur de tester des affaires à ce temps-ci de l'année. Ah oui, 100%. Quand tu peux pas échapper de points. Si on était à 5 points des séries, ben oui, let's go, vas-y. Mais là, t'es dedans, là. Faut que tu te battes pour garder tes 2 points d'avance sur l'équipe d'en dessous. Fait que, ouais. Puis j'ai regardé même l'horaire, ça en vient très difficile. Je pense que jeudi, c'est ça contre Philadelphie. Pas un gros défi, même si on doit toujours faire attention à toutes les équipes. Mais je pense après ça, c'est vendredi et dimanche, back-à-back contre la Floride. Ouf, ça va être des parties difficiles, ça. Ouais. Surtout que la Floride aussi est très physique, un peu sur le noir, un peu sur les bords des fois, puis c'est correct, là, parce que c'est une équipe faite pour les séries. Mais ça va être des parties très difficiles pour Montréal. Et même que si on regarde pas seulement du côté de la défensive, mais même en attaque, ça commence à être difficile pour le trio de Suzuki de tous charrier sur leurs épaules offensivement, parce qu'en ce moment, tu sais, Dvorak, Anderson et Gallagher, c'est un trio qui donne un peu de support. Ils ont élevé leur jeu d'un cran, ça aide. Mais Evans n'est pas du tout le Evans qu'on a vu avec un 27% d'efficacité de lancer, puis on savait que ça n'allait pas durer. Heinemann, depuis qu'il est de retour, c'est pas exactement le même joueur. Newhook monte des belles affaires offensivement, mais il n'y a pas de finition, alors il n'y a pas de. Il y a c'est proche, mais ça n'aboutit pas souvent à quelque chose. Alors, c'est beaucoup, beaucoup demandé au trio à Suzuki en ce moment, puis tu commences même à avoir avec eux autres un peu de fatigue. Puis c'est normal parce que quand tu n'as pas de support, il y a comme 5 ou 6 premiers trios dans la ligue qui sont capables de charrier leur équipe. J'adore le trio de Suzuki, mais ils ne sont pas un des 4-5 meilleurs trios de la ligue en ce moment. Ce n'est pas des McDavid ou Eichel. Ben, ils ont eu une séquence complètement folle là, depuis la confrontation des 4 nations. Suzuki, 7 buts, 14 passes, 21 points en 14 matchs. Et ça, c'est 5e dans la Ligue nationale. Robert Thomas, William Nylander, Crosby et Eichel qui le devancent seulement. Et Slav, c'est 13 points en 14 matchs, dont 8 buts durant la même période. Sauf que si eux, il y a une baisse de régime, c'est fini. Là. Le Canadien, on n'a plus d'attaque. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas de secondary scoring. Là. Il n'y a même pas de 3e niveau de scoring chez le Canadien de Montréal. Il n'y a rien de ça. Fait que si eux autres, ils ne marquent pas, puis là, ben, on le sent, là, le hockey se resserre, c'est les confrontations. Il n'y a personne qui veut échapper des points de ce temps-là. Fait que tu le sais, là, tu couvres Suzuki, puis sa ligne, puis tu monotes le club, là, offensivement. Il n'y a plus grand-chose qui peut se passer. Fait que moi, j'ai peur que si le Canadien perd le match contre Philly demain soir, c'est fini. Là. C'est que la chaîne va débarquer puis ça va être terminé. Le Canadien ne fera pas les séries. Là. Ils sont à ça de... que. Ouais, s'ils prennent les mauvaises habitudes de dernier match, là, justement, de mal commencer leur game, puis de tout le temps rattraper... c'est des games comme contre le Colorado, justement, que c'est 4-1. Oui, ils ont été chercher un point. Hier, ça a même affaire. 4-1, on dit que tu y crois, mais après ça... du hockey de rattrapage, c'est vraiment dur. Puis là, surtout là, il faut toujours que tu joues du hockey de rattrapage. C'est encore plus raide. Puis là, c'est les gros éléments qui jouent encore plus. Là, justement, ils vont mettre le trio de Suzuki encore plus. Puis Samuel Montembeault va être fatigué. Ouais. David Savard va être fatigué. S'il arrive en série, fatigué, ça sera pas long parce que tout le monde va être brûlé. Là. Ça va être comme les Washington. Première ronde, ça va être final en 4. Ouais. Il ne faut pas aussi oublier Armia qui a une blessure à la main qui n'est pas capable de tirer en ce moment. Alors ça, c'est très évident que ça brise totalement le 4e trio parce que Armia, la façon que son trio produisait, c'est Armia gagnait les batailles pour la rondelle, forçait souvent, tu as 2 adversaires qui sont obligés de le contenir. En ce moment, il est beaucoup plus facile à contenir. Alors, ça ne libère pas du tout Evans ou Heinemann. Tu vois la différence aussi. Ils n'ont pas de place à bouger. Armia était bon à pousser les gens
à se mettre à plusieurs pour l'arrêter parce qu'il est fort, il est très très fort, mais en ce moment, il y a une des deux mains, je ne sais pas laquelle, qui n'est pas fonctionnelle. Mais pourquoi le faire jouer dans ce temps-là? On dirait, je sais que le joueur veut sûrement jouer, là, c'est normal, là. Mais genre, le gars peut pas tirer. Pis si tu veux scorer, mais faut. Il y a quand même un bon shot là, à Armia. Là, je veux dire. On dirait que je comprends pas. Ben, je comprends, mais je comprends pas en même temps la mentalité de vouloir jouer blessé. C'est comme, t'aides pas ton club. T'enlèves un élément de tir. Ça n'a aucun sens. Je voudrais pas faire jouer Pezzetta plus, là, mais. Tu sais, quitte à, je sais pas, rappelle un. Tu sais, il y a un Barry Boulay en bas qui pourrait peut-être même. Tu sais, je veux dire, Barry Boulay, il est capable de jouer dans la ligue. Là. C'est pas le top, mais il est capable de jouer dans la ligue. Puis il est à Laval. Puis ça va bien à Laval, c'est nice. Mais Laval, ils en ont pas de besoin. Ils vont finir probablement dans le top 3 de la ligue en bas. Tu sais, profite-en. Là, à la limite, moi, tu sais, je parlais d'un Jack. On dirait que j'ai comme une lubie de vouloir voir Jacky à l'attaque. Là. Je sais pas pourquoi. Justement, pour lui donner une latitude, ça serait pas le bon moment pour peut-être essayer de le mettre. En même temps, ça aidera peut-être pas le joueur non plus de le faire jouer à l'attaque s'il était joué à la def. Là. Mais tu sais, c'est une bonne suggestion, par exemple, de Barry Boulay, Jerry, parce qu'il emmène une petite touche de créativité qui manque en ce moment dans l'équipe, quand même. Et peut-être cette créativité va encore donner une chance à Heinemann d'utiliser son tir. Et s'il n'y a personne pour lui refiler de la rondelle, il ne peut pas tirer. Parce que lui aussi, il a une garnotte vraiment impressionnante. Oui. Mais il n'a pas tiré depuis longtemps, on dirait. Il n'a pas eu de chance. Tu sais, puis à quel point tirer, passer, c'est pas pareil. Je veux dire, la puissance, c'est pas pareil. Mais tu sais, si t'as de la misère à tirer, là, j'imagine que tes passes, il doit être quand même être moins vives. Ça aussi. Tu sais, je me dis, on dirait que je comprends pas. Tu sais, oui, il y a un côté défensif, il y a comme un bon IQ défensif, l'armure, puis ça, c'est correct, t'en as besoin. Tu peux jouer avec le body, puis ça, t'as besoin de tes mains pour bloquer un gars ou peu importe, mais je sais pas. J'ai le feeling. Justement, en début de saison, le trio avec Evan, c'était super, il produisait des buts en infériorité numérique. Je suis comme, wow, c'est vraiment excellent. Puis, comme tu dis, le pourcentage de tir d'Evans a vraiment baissé. Pourquoi? Ça concorde-tu justement avec le. Tu sais, il est blessé depuis quand à main? Ça fait-tu super longtemps? C'est pas très longtemps, je pense que c'était il y a 2 semaines seulement, mais okay. On savait que Evans n'allait pas tirer pour 27% très longtemps. Je sais que JB me l'a répété souvent. Ouais. Mais au moins des chances de compter, mettre un peu de pression sur l'adversaire. En ce moment, on dirait que l'adversaire n'a vraiment rien à craindre quand ce trio est sur la glace, puis ça paraît. Il n'y a pas d'inquiétude. On peut prendre des chances, prendre des chances offensivement, essayer des longues passes parce qu'il n'y a pas vraiment de chance que cette ligne va compter. Ça affecte vraiment la façon que tu joues même contre eux autres et ta mentalité dans la partie, comment tu vas l'approcher. Mm-hmm. Mais juste la couverture, s'il ne peut pas tirer, tu mets 2 gars sur un autre gars. Oui, non, c'est ça. Je suis en train de me faire le calcul mental là, dans ma tête. Fait que Goulet est blessé, mais au moins il ne joue pas. Savard est blessé. Armia est blessé. Anderson est blessé. Il m'en manque-tu? Ça en fait, là, du monde qui joue malgré des blessures, là, dans un club qui n'a pas la plus grosse profondeur au monde, là, on s'entend. Là. Ouais. On ne tape pas grand-chose que la chaîne débarque, là. Ben, comme tu dis, Philly, s'ils perdent, ça va être dur. Moi, j'ai l'impression, là, que cette saison, je suis le fan bipolaire du Canadien. Il y a 3 jours, j'étais comme « Ouais! Le Canadien, ça va bien! » Ils vont faire les séries. Il y a 3 semaines, j'étais comme, nah, avant la confrontation des 4 nations, nah, tout est de la merde. Vendez, ah ouais. C'est quoi ce club-là? C'est quoi cette saison-là à me faire des affaires de même? Je suis pas de même, moi. D'habitude, c'est Jerry le gars, le rêveur, puis moi, je suis le rationnel. Puis là, je suis comme, ah ouais, 2 contre 2. Ah ouais, les séries. Ah ouais, je suis comme, on est capable. Puis là, s'ils pètent contre Philly, ils n'ont plus de playoff. C'est quoi cette saison-là, gang? Voyons donc. Je sais plus. C'est compliqué. Saison de construction aussi, là. Ouais. C'est vrai, processus. C'est dans le processus. Ils sont dans le mix. C'était ça le but, c'était ça l'objectif. Ils sont dedans. Ah ouais, puis là, ça va aller mieux. Il y a tellement de monde que j'entends dire, là, l'année prochaine, on vise les séries, là. C'est sûr, il faut que la progression continue. Puis tu fais comme, ben non. Tu sais, t'es à 1 ou 2 blessures de pas faire les séries puis avoir un très haut choix repêchage. C'est pas linéaire, une reconstruction puis de l'amélioration. Fait que mettez pas vos attentes trop hautes non plus l'année prochaine, là. Ça va être le mix encore.
Ça va être le mix, Ouais. encore. Ben, en fait, ils peuvent dire on vise à faire les séries. C'est dire on veut un petit peu plus haut. Mais soyez pas surpris s'ils font pas plus les séries l'année prochaine. Là. Un mix plus. Ouais, genre. Ouais, Rainbacker, d'ici la fin de la saison à Montréal, ça se peut-tu? Tu sais, mettons là, qu'ils perdent contre Philly, puis là, tu sais, on commence à sortir du portrait des séries. Est-ce que ça offre plus d'opportunités pour que Rainbacker, on lui donne quelques matchs à Montréal cette saison? Si-tu... Je préfère le garder à Laval, personnellement. Je préfère qu'il ne joue pas à Montréal du tout cette année, qu'on enlève totalement cette option. Euh, il y a juste 2 semaines, il a manqué 3 parties, je pense, parce qu'il y avait une petite douleur au genou. Très légère, ils n'ont pas voulu prendre de chance. Il revient d'une sérieuse blessure, puis déjà, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Je préfère qu'il reste à Laval, touche la rondelle beaucoup, fait des jeux beaucoup, vraiment développe le jeu nord-américain. Il s'habitue à la petite glace. Je pense qu'il y a 25 parties ou 30 parties dans la glace nord-américaine comparé à ce qu'il a fait en Suisse. Alors, pour moi, il n'y a aucun doute. David Reinbacher reste à Laval. Tu finis l'année là-bas. Touche la rondelle, joue beaucoup de minutes dans toutes les situations. C'est un pas arrière, puis on va en prendre 3 avant pour l'année prochaine. Moi, c'est la façon que je le vois. Toi, Jerry? Ben, il y a une partie de moi qui était comme, j'aimerais ça le voir jouer 1 ou 2 games, juste voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans la ligue, mais on dirait que Rick m'a comme convaincu. Là. Non, mais en même temps, je veux dire, j'aime ce que je vois à Laval. Il touche souvent à la rondelle, il y a un méchant plomb. La fluidité sur patin, ce gars-là me fait capoter. Mais j'ai vraiment hâte de le voir à Montréal, en fait. J'ai juste hâte de le voir dans un contexte plus élevé si ça va aller trop vite. Mais, regarde, m'attendre au camp d'entraînement en espérant qu'il ne se repète pas le genou. Moi, je Ça l'affaire. commence à le prendre personnel, Jerry. Là. Moi, je suis obligé de me battre, te convaincre que le Canadien va avoir 2 Calder back-à-back. Rick, il arrive, Non, dit 2 phrases. Ouais, il m'a convaincu, là. Fait que... Non, mais Hudson, pour vrai. Bye! Salut! M'en Non, va! mais je suis d'accord pour Tanné. Hudson. J'ai peur qu'il célèbre. En fait, c'est que j'ai peur que célébrer Neil Gong. C'est ça mon point. Ah! C'est la... Tu comprends? Tu marches à la crainte à cette heure. Toi Ouais, qui vis c'est ça. d'espoir et d'eau fraîche, normalement. Ouais. Je t'aime, Jerry. Tu le sais. Tu le sais. Ben oui. OK. Avant qu'on parte sur le sujet des deuxièmes centres, parce que là, j'ai challengé Jerry. J'ai dit, hey, Jerry, essaye de trouver, là. Tu sais, Kent Hughes a dit il y a 2 semaines à peu près, à la date limite des transactions, qu'il regardait des options pour des transactions, même des gars qui n'étaient pas dans des rumeurs de transactions, qui n'étaient pas dans, tu sais, rien, là. Puis qu'il était prêt à mettre une valeur substantielle si ça réglait réellement son problème de deuxième centre. Mais avant qu'on embarque là-dessus, Rick, tu voulais qu'on parle de Alex Newhook, qui est en train de s'établir comme un 3e centre de manière efficace. Moi, j'ai encore des doutes sur sa capacité à Newhook d'être un centre permanent. Parce qu'il vivote à l'aile, au centre, à l'aile, au centre. Puis j'ai l'impression que de la misère à établir cette efficacité perpétuelle, de toujours être stable au niveau qu'il offre. Qu'est-ce que tu vois dans son jeu qui te permet de penser que ce gars-là pourrait être cette solution-là à long terme pour le Canadien comme 3e centre? Pas 100% certain qu'il peut être ça. Je me pose la question. OK. C'est que Newhook est quand même jeune encore. Il n'y a pas une tonne d'expérience dans la ligue. C'est sûr que ça a mal commencé cette année, mais l'année passée, il avait démonté des belles affaires. Il y a un entraîneur en ce moment qui explique bien, mais très bien, ses attentes. Et il a la bonne habitude d'expliquer aux joueurs qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès. C'est pas seulement les punir quand ils font quelque chose de mauvais, là, mais expliquer, voilà qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi. On a vu ça avec Josh Anderson, c'était du génie, là, il a totalement changé tout. Dans le cas de Newhook, encore là, joueur de troisième joueur de centre de l'équipe, là. Pas dans les top 6. 3e joueur de centre. Je me dis qu'avec sa vitesse, contre des autres joueurs de 3e ligne dans la Ligue nationale, il pourrait être le joueur de centre qui, sans mettre la rondelle à l'intérieur, parce que je me pose encore des questions sur la qualité de son tir,
et sa volonté d'aller proche du filet adverse, même s'il fait ça un peu mieux depuis une vingtaine de parties. Mais c'est un gars qui peut causer une sorte de bordel dans la zone adverse. Il peut forcer les défenseurs adverses à courir à gauche et à droite. Et lorsque tu brises la structure défensive de l'équipe adverse, c'est là où tu as les meilleures chances de compter. Parce qu'il crée une désorganisation. C'est sûr qu'on doit tenir compte de ses partenaires de trio. Moi, je m'imagine peut-être un scénario l'année prochaine où est-ce que New York serait au centre, Anderson à gauche, puis Dak à la droite. Qu'est-ce qui arriverait? C'est que tu as deux gars avec une excellente vitesse et qui sont capables de créer le chaos dans la zone adverse. Il y a aussi New York au milieu de deux gars qui sont un peu des géants en Dak et Anderson. Comme troisième ligne, je pense que ça serait intéressant comme concept. Mais il y a une chose aussi, par exemple. Il faut drôlement qu'il améliore sa capacité de prendre des mises en jeu parce que 42-43%, c'est pas assez bon pour la Ligue nationale. Ça, c'est certain. Surtout pour un troisième centre. Ce qui est souvent des missions défensives, si on veut. Peut-être plus dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, mais ça, ouais. Ça dépend de ce que tu trouves. Là. Ça pourrait être. Ça dépend, ça sera qui ton joueur de deuxième centre l'année prochaine. Là. On verra. Mais dans ce rôle-là, il pourrait être intéressant. Puis de toute façon, même s'il gagne quand même, Dak, dans le passé, il a démontré d'être correct défensivement, même si cette année, il y a eu beaucoup de misère. Puis Anderson est devenu un bon joueur défensif. Alors, tu peux compenser un peu de ce côté-là, Ouais. mais je pense que ça serait un trio qui aurait la rondelle souvent parce qu'il forcerait, il mettrait beaucoup de pression sur le trio adverse. C'est un concept seulement, je ne sais pas, peut-être ça va être un désastre. C'est sûr que New York doit changer un peu sa mentalité de jouer, de rester à l'extérieur puis de patiner en rond. Ça paraît bien des fois parce que ça peut être un peu spectaculaire, mais c'est pas efficace. Il faut qu'ils apprennent à aller dans le trafic. Il faut qu'ils acceptent de prendre des coups un peu. Et si on peut faire ça, je pense que ça va être une ligne qui pourrait causer encore là beaucoup d'ouverture dans zone adverse. Moi, je ne suis pas convaincu. J'ai de la misère à avoir, comme je disais, là, j'ai de la misère à avoir cette constance-là dans son jeu. On mettra Dak une fois de temps en temps. On mettra New Hook comme centre de troisième. On alternera. Il y a des options. Le Canadien a des options, c'est l'avantage. Tu peux faire ça parce qu'il y en a un qui est gaucher puis il y en a un qui est droitier. Alors, dépendamment de quel côté que tu dois prendre la mise en jeu, tu peux les switcher. Beaucoup d'équipes dans le junior font ça. Alors, ça pourrait être une nouvelle façon un peu de jouer ce troisième trio. Mais l'entre-saison est longue puis des gens pourraient bouger cette entre-saison. Alors, on ne sait jamais. J'avoue. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus, toi, Jerry? Non, ben moi, c'est vrai. Pour moi, c'est un allié comme Dak. Mais c'est. Ouais. Mais en même temps, si tu mets avec un Dak puis un New York, je veux dire, si une soirée Dak est plus efficace aux mises en jeu, ben il joue au centre. Si New York est plus efficace une autre soirée, tu le mets au centre. Je sais pas. Ils sont permutables. Intéressant. Fait que là, on cherche un troisième centre. On cherche aussi un deuxième. C'est compliqué, la position de centre dans la Ligue nationale, surtout chez le Canadien de Montréal. Donc, j'ai demandé à Jerry de faire sa recherche. J'ai fait mes recherches aussi. Et là, Rick, toi, tu as un gars en tête. Je vais te laisser y aller en premier parce que je voudrais pas qu'on sorte tous nos gars puis finalement, le seul que toi, tu avais... Non, mais tu sais, pour les fins de discussion, là, ça serait fait plus de sens. Fait que dis-nous, toi, c'est qui t'as en tête pour venir camper ce rôle-là chez le Canadien pour les prochaines saisons? Alors, j'ai essayé de tenir compte du coût que ça prendrait pour acquérir un joueur. Okay. Tu ne veux pas acquérir un joueur puis te causer un autre trou ailleurs. Ça ne virait pas, ça t'améliore pas de cette manière-là. J'essaie de penser aussi qui était disponible d'une façon réaliste. Alors, comme il y a des noms qui ont passé dans les dernières semaines dans les médias à Montréal, que j'ai dit j'adorais, mais ça n'arrivera pas parce qu'il n'est pas disponible. Mais un gars qui pourrait être disponible en ce moment, son équipe débute une reconstruction et ils ont acquis quelques joueurs de centre récemment, des jeunes, ils vont peut-être jouer. Et moi, je regarderais du côté de nos ennemis jurés, Bruins de Boston, Pavel Zacha, c'est mon nom. Joueur de centre, 6 pieds 2, 27 ans, signé pour un autre 2 ans. Un typique joueur de centre. Il est gaucher aussi, puis je pense que ça va être important pour Montréal peut-être d'avoir des centres gauchers, parce que l'année prochaine, si tu retournes Dak au centre, tu vas avoir Dak
Evans et Suzuki sont tous des droitiers. Zaka est un gaucher. Je pense que ça fonctionnerait parfaitement. Et aussi, il a passé les 3 dernières saisons dans une équipe qui joue un jeu très structuré défensivement. Ça serait important comme joueur de centre qui va jouer avec Demidov, une verte recrue, et probablement Liney, qui n'est pas toujours porté à la défense, d'avoir ce joueur de centre-là qui peut être axé un peu à la défensive. Alors, j'ai pensé à Pavel Zacha. J'avais tellement pas ce nom-là sur mon radar. Mais c'est un gars qui peut aller en chercher une cinquantaine de points par saison. Il a 27 ans, fait que pas trop vieux. Moi, tu m'expliqueras après, là, toi, Jerry, comment est-ce que tu as établi ta recherche, là, comment tu as fait tes paramètres. Mais moi, je me suis concentré sur des gars qui avaient 25 ans et moins. Parce que je vise quelqu'un qui, tant qu'à payer, qui va m'aider pendant longtemps. Mais j'ai essayé de trouver des gars qui avaient déjà quand même établi un certain standard de production, qui étaient effectivement des joueurs de centre là, dans la Ligue nationale, qui étaient utilisés comme joueurs de centre, parce que c'est bien beau avoir été repêché comme centre. Ça ne veut pas dire que tu vas jouer à cette position-là. Coucou Newhook, coucou Dak. Donc, j'ai essayé de sortir des noms comme ça. Toi, Jerry, comment tu as fait ta recherche? Ben, moi, j'ai été avec des joueurs, tu sais, comme simili-vétérans, un peu jeunes. Parce que moi, dans le fond, je me dis que c'était à la fin de l'année, ça se peut que tu perdes une coupe de vétérans. Savard va probablement s'en aller, t'as Armia qui va probablement, je pense qu'il va peut-être s'en aller, il va peut-être leur signer. Je pense que ça va te prendre un bon deuxième centre qui est capable d'être justement le vétéran qui te manque. Euh, je vais y aller tout de suite avec mon premier, que c'est pas un échange, c'est un agent libre, ce qui m'étonnerait que ça arrive, mais quand même, je l'avais ciblé parce que je trouvais qu'il avait bien fait avec San Jose. Il a été échangé, par exemple, à Dallas. Mais Michael Granlund, qui a eu quand même une bonne saison avec un club moyen, ça fait une couple d'années qu'il y a quand même des bonnes saisons avec San Jose. C'est sûr que le petit bémol, c'est que lui, ça va quand même coûter cher, d'après moi, mais plus niveau salaire à agent libre, en plus qu'il va sûrement être surpayé. Euh, mais tu sais, ça, c'est mon option qui fait que tu perds pas vraiment d'assets. Fait que ça te permettrait de peut-être aller chercher, dans le fond, d'autres éléments manquants pour le club. T'sais. Encore là, il faut que tu penses au salaire. Tu as les Demidov qu'il va falloir que tu signes, tu as le Hudson qu'il va falloir que tu signes. Tu penses à ça aussi. Fait que si le salaire est bon, je pense que ça pourrait être une bonne avenue. Sinon, je suis peut-être intense, mais je regarde les Kings de Los Angeles, puis je me dis que de plus en plus, ils commencent à avoir du centre. Mhm. Est-ce qu'un retour de Philippe Dano à Montréal, ça serait possible? Il est payé 500 000 trop cher, te dirait Marc Bergevin. Ah, ça c'est drôle, ça. Mais tu sais, Il a quitté Montréal à cause de Bergevin, puis Bergevin s'est ramassé Ouais, à Los Angeles. Peut-être qu'il va revenir à Montréal. peut-être. mais pour vrai, il y a ça. À Montréal, c'est plus la même organisation, on va se dire. Là, ça a vraiment changé depuis que Bergevin est parti. Le gars reste juste 2 ans de contrat. Il reviendra à Montréal, un club qu'il connaît. Est-ce que ça pourrait être justement, hey, j'ai besoin d'un deuxième centre, tu vas jouer offensivement pour une fois. Si le gars est capable de jouer avec un Demidov à sa droite puis un Lainé à sa gauche. Fais juste C'est penser. intéressant. Je sais C'est pas à quel intéressant. point. La seule affaire, c'est que j'ai oublié de checker ça. Je sais pas s'il y a une clause de son contrat. Ça se pourrait qu'il y en ait une, je sais pas. Est-ce qu'il la lèverait pour venir à Montréal? Je le sais pas. Et il y a une clause de 10 équipes à laquelle il n'accepte pas d'être échangé. Bah, c'est ça. Fait que, Mais tu sais, je est-ce pense que Montréal Montréal est ne dedans? serait pas sur cette liste-là. Là. On le sait pas. Mais bref. C'est très intéressant comme idée parce que tu as la responsabilité défensive de ce trio-là qui en a besoin d'un. C'est C'est bien vrai de ça. pensé. J'ai jamais vraiment pensé à ça, mais c'est vrai. Moi, j'ai pensé à Dano justement parce que le salaire de 5,5, honnêtement, en ce moment, avec le plafond qui monte, c'est très, très abordable. T'as le vétéran que tu vas aller chercher en perdant tes autres vétérans. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Tu sais, on l'aimait Dano à Montréal. Je veux dire, le gars, il revient et c'est un fan favorite direct en revenant. Là. Fait que c'est à y penser. Euh, Sinon, tu te donnes tous mes noms Ben là, oui, back à vas-y, back, vas-y, ou- vas-y. OK. Sinon, j'avais pensé
lui, je sais qu'il y a une clause, puis ça arrivera probablement pas, mais on dirait que je me dis que peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir sortir de l'ombre d'un. Tu sais, si mettons ça marche pas cette année à Edmonton, je te donne le club. Euh, Nugent Hopkins, est-ce qu'il pourrait vouloir sortir d'Edmonton? Peut-être que non. Puis encore là, c'est une question de vétéran. Le cap hit qui est pas extraordinaire avec 5 millions 125 000. C'est quand même 4 ans, par exemple. À 33 ans, il y a 31 ans. Moi, je pense Ça que y penser. justement à cause du plafond salarial qui monte et le fait qu'ils n'ont rien là, après. Ils n'ont pas d'option pas chère et efficace comme RNH. Là. Fait que moi, je pense qu'ils vont le garder. Là. Ça t'en prend. C'est pas juste basé sur Draisaitl puis McDavid. Là. Mais oui, Non, je comprends ça, le c'est sûr. fit que. Non, ça serait. Ça serait un bon fit. Puis, tu sais, s'il veut surpayer, est-ce qu'Edmonton vont vouloir acquérir justement des pièces pour un possible, tu sais, des flips, tu sais, il y a une couple de jeunes qui s'en vient quand même. Tu sais, il y a Savoie qui s'en vient. Je pense que j'ai perdu la trace de Savoie. Il était à Edmonton, lui. Oui, il est dans le trade avec Pittsburgh pour. Buffalo pour Ryan McLeod. Ouais, c'est ça. Oui, C'est Ben, Buffalo bref, pour Ryan McLeod. c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas si. Ah non, c'est Winnipeg qui a fait un trade avec Pittsburgh pour leur choix. Ok, oui. Fait que, tu sais, en tout cas, ben, encore là, il faut qu'il lève sa clause. Fait que, tu sais, est-ce que c'est réaliste? Plus ou moins. Mais je m'étais dit que le fit serait vraiment bon comme deuxième centre. Le deuxième problème aussi, depuis quelques années, il ne joue plus beaucoup au centre. Ah, ok. Bon, ben, bon. Ils l'ont mis plus surtout à l'aile parce que je pense que c'est encore là, c'est pas toujours le gars qui s'en va tu sais, qui aime beaucoup le contact. Il est plus à l'aise de jouer à l'aile. Mais c'est sûr que des fois, ils le mettent comme troisième centre, mais c'est pas souvent depuis 2-3 ans. Ah, ok, ouais. Mm. Bon, fait que le fit est moins bon, finalement. Ça, c'est un excellent choix. Sinon, j'avais pensé, cette année, il y a quand même une bonne saison à Tampa Bay en Anthony Cirelli. Est-ce qu'il veut sortir de là? Je penserais pas. Mais je trouve que ce serait le genre de joueur justement qui pourrait peut-être éclore à Montréal. Quoique même si ça va super bien à Tampa Bay. Là. Puis tu sais, je sais que Tampa Bay, c'est le genre de club un peu qui veulent rester soudés, j'imagine. Mais encore là, moi ce que je vois, c'est plus une question de. Il n'y a pas beaucoup de choix de ronde à Tampa Bay. Ils ont-tu beaucoup de prospects? Est-ce qu'ils seraient tentés de vouloir acquérir? Il y a Rick qui dit non, fait que d'après moi, non. Non, c'est ça. Puis Julien Brisebois, pour lui, les choix de repêchage, ça vaut rien. Là, il va Ouais, c'est prendre. ça. Il l'a dit dans l'entrevue qu'il prenait 100 fois un bon joueur en avant d'un choix de repêchage. Puis dans cette situation, c'est des bons joueurs qu'il a besoin. Là, fait que. Fait qu'il garderait Cyril. Mais je Probablement. trouve qu'il fêterait quand même à Montréal. En plus, il signe à long terme. Il n'est pas si vieux. Ça pourrait être une. Mais tu sais, tant qu'à surpayer, il va falloir. Bref, Brisebois va dire probablement non, comme vous dites. Sinon, je sais qu'il vient de se faire trader au trade deadline à Boston. Moi, vous n'avez pas vu Zaka. On dirait que j'avais oublié Zaka, mais je trouve que Zaka est un meilleur fit finalement. Mais j'avais pensé à Casey Middlestad, qui, je trouve, était quand même un bon centre. Ça va peut-être un peu moins bien à Colorado, mais je pense qu'il jouait pas beaucoup de minutes parce que Colorado, là, on s'entend. Là, est-ce que je le vois plus comme un pari à la Lainé 2.0? Tu sais, comme le gars, il reste 2 ans, il a 26 ans. T'es-tu capable de comme stepper ta game à Montréal comme deuxième centre? Moi, J'avoue. il y a eu New Hook, il y a eu Middlestad. Ouais, c'est C'était vrai. la même chance, la même chaise de deuxième centre au Colorado, puis que les deux n'ont pas été capables de la remplir. Fait que moi, je vois mal comment est-ce qu'il pourrait rebondir dans le même rôle à Montréal qui veut devenir une puissance. Fait que, surtout que ça risque de coûter des assets. Je serais moins tenté par Middlestad, mettons. Mais Metalstar coûterait moins cher que Zaka. Ouais. Moins cher. Beaucoup moins cher. Ben oui. Fait que tu sais. Mais t'as plus de C'est- certitude avec Zaka. Ouais, c'est vrai. Middlestat a été échangé 2 fois dans des équipes qui avaient besoin de joueurs de centre en 2 ans. Mhm. Et Buffalo n'avait pas tant de joueurs de centre. C'était pas une équipe qui avait de l'allure, puis ils l'ont échangé pour acquérir un bon joueur. Colorado avait besoin d'un joueur de centre, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, pour acquérir Hayes, ils ont dû accepter. Boston a dû, pour se débarrasser de Hayes, Boston a dû accepter Middlestat. Alors, Ouais, c'est un true. c'est dur à voir. C'est peut-être pas la solution idéale, mais bon, si tu veux payer un petit prix, peut-être que Middlestat serait une bonne option.
Te restait-tu quelqu'un dans ta liste? Jerry? Moi, ça, tu parles? Ouais. Ouais, mais au stade, c'était dans. Non, mais je veux dire, il reste quelqu'un d'autre dans ta liste? Ah non, mais sinon, j'avais des joueurs que ça arrivera pas pantoute, là, mais que j'étais comme, j'aimerais ça les voir, mais c'est impossible. Là. OK. Genre, une offre hostile que moi, je ferais peut-être à Marco Rossi, mais en même temps, ça serait intense, mais il est peut-être trop petit. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que pour être un deuxième centre de deuxième. Je sais pas, 5 et 9, c'est peut-être trop petit nécessairement, mais il reste quand même que le gars a du talent à côté, puis que il est super bon. J'avais pensé à William Eklund parce que lui, il est super grand, mais je sais que dernièrement, il joue beaucoup plus à l'aile, mais on dirait qu'ils ont plein de nouveaux jeunes qui sont comme centre à San Jose, fait que il y en a une couple qui vont jouer à l'aile. Mais j'adore beaucoup Eklund, il est super bon offensivement. Je sais qu'il est capable de jouer au centre. Puis c'est un gros gars. Il a juste 22 ans, fait que ça, j'aimais bien. Sinon, tu avais un autre joueur qui est encore campé à l'aile, mais que je sais qu'il est capable de jouer au centre en Ken Johnson, qui coûte pas super cher, mais clairement que Columbus va vouloir le garder aussi. Mais ça, c'était des cibles. Ça arrivera pas, mais c'est le genre de joueur de talent que j'aurais aimé voir à Montréal sur un deuxième centre. OK. Sauf qu'en t'écoutant, j'ai comme deux noms m'ont traversé à l'esprit. Oh. Peut-être que JB, tu veux donner le tien avant. Tu me laisses-tu tout parler, non? Là, à un moment donné, Rick, là, moi, y aller aussi, là. Oh, ouais, c'est ça que je disais. Vas-y. OK. Moi, comme je disais, j'ai 7 noms, dont 3 dans la même formation. Mon premier nom, je vous amène du côté de Winnipeg. Gabe Vilardi, qui tombe RFA cette année, 25 ans. C'est un gars qui a été souvent blessé. Il a été dans la transaction pour Pierre-Luc Dubois avec les Kings de Los Angeles. 25 ans, 6-3, 7 saisons, 61 points en 71 matchs. Offre hostile, ça pourrait être intéressant parce que Winnipeg a quand même... il y a un capite de 90 millions en ce moment là, à Winnipeg. Là. Fait qu'il dépasse le capite, mais ça augmente. Fait que, est-ce qu'on est quand même capable d'aller jouer dans leur plate-bande et leur nuée? Parce qu'ils ont Pionk, ils ont Sandberg en défense à re-signer. Ils ont besoin de re-signer un deuxième gardien de but. Et ils ont... Hillers a signé aussi. Ouais, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attaquants à re-signer cet été. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire là et la contrepartie ne serait pas si grande. Donc, Gabe Vilardi, c'était mon premier qui m'a vraiment flashé. Je pense que c'est relativement réaliste de penser que ça pourrait être une cible du Canadien. J'y avais pensé, mais je le trouvais trop blessé, souvent. Mais c'est un vrai joueur qui est capable de produire quand il est là. Oui. Tu me dis Dak ou Vilardi, blessé pour blessé, il va prendre Vilardi. Fait que, en tout cas, je trouvais que c'était justement aussi une portion du pari. Est-ce que les Jets embarqueraient dans une surenchère financière avec un gars qu'ils savent qui est à risque de blessure? Je me demande. Donc, voilà. Sinon, deuxième option que j'avais pensé du côté de Seattle. Là, c'est très long shot, mais j'ai regardé le nombre de centres qu'ils ont. Ils ont Matty Benier, ils ont Chandler Stevenson, ils ont Jared McCann, ils ont Ty Carty, ils ont Michael Esiman, ils ont Shane Wright. Si Seattle veulent être dans les séries la saison prochaine, est-ce que le Canadien peut leur offrir des choses qui pourraient les intéresser sur les ailes pour compenser la perte d'un Shane Wright? Je pense que ça pourrait être un pari intéressant pour Kent Hughes d'explorer cette avenue-là. Cette saison, 40 points en 69 matchs, mais il joue seulement 13,55 par match en moyenne. Donc, clairement, c'est pas leur premier centre. Il ne le sera pas. Et peut-être que ça pourrait être... On déshabille Montréal aux ailes pour aller chercher ce jeune joueur de centre-là, qui est pile la même âge que Slav, qui est pile dans, je l'ai dit, 25 ans et moins. Je veux que ça soit un joueur de centre qui est déjà établi dans la Ligue nationale et qui va pouvoir grandir avec le club. Troisième choix. Encore Shane Wright, je trouve que je te dirais, c'est du 30% à peu près. On s'entend, là, niveau réalisme. C'est un bon guess, pareil. Je trouve ça intéressant. C'est un pari intéressant. Buffalo. J'ai vu Ryan McLeod du côté de Buffalo. Ils ont quand même plusieurs centres avec Norris, Thompson, Peyton Krebs qui ne seront pas capables de se débarrasser. Ils ont Yuri Kulich qui joue au centre, Kozak. Ils ont plusieurs options au centre. Est-ce qu'ils pourraient être intéressés à échanger un Ryan McLeod? McLeod, cette saison, 43 points en 67 matchs. C'est un gars qui fait 6-3, donc bon gabarit aussi.
je trouve que c'est moins réaliste parce que Buffalo a beaucoup de petits attaquants, donc je pense qu'ils vont vouloir céder quelqu'un de plus petite taille avant de céder un joueur de centre de 6-3, mais je l'avais quand même dans mon... Mais si je suis Buffalo par ailleurs, Ouais. la seule façon que je fasse cet échange-là, un des pièces que je veux en retour, c'est Arbor Xhekaj, aucun doute. Cette équipe-là a besoin d'attitude. C'est une équipe beaucoup trop calme, beaucoup trop polie. Wow! Ils ont besoin d'attitude. Si je suis Buffalo, par exemple, et je pense à Montréal m'appelle pour Ryan McLeod, si je commence à parler d'échange, Arbor Xhekaj doit être inclus. J'utilise mon veto, puis je dis non. Ah ouais? Moi je suis prêt à négocier. Moi, Ouais. honnêtement, là, tu viens de m'allumer. Là. C'est le type de joueurs qui ont désespérément besoin. Tu m'allumes. Non. Tu m'allumes. Moi, je veux garder Xhekaj. T'es trop sentimental. Oui, C'est je correct, l'avoue, là. Très C'est pas une sentimental. chargeur à un, là. Ça prend de Xhekaj et d'autres choses. Oui, parce oui, que, mais... Quand même. Mais si je suis Buffalo, de leur côté, ce serait qu'est-ce que je demanderais. OK. Sinon, je me tourne vers Anaheim. Anaheim ont plusieurs joueurs de centre aussi, avec Fabry, Zegras, Ryan Strome, Isaac Lundestrom. Ils ont Leo Carlson, name it. Un qui pourrait se servir pour aller renforcer d'autres positions, c'est Mason McTavish. C'est un gars de 6 pieds, c'est un gars de caractère, mais qui semble lui aussi avoir de la difficulté à se développer à son plein potentiel en Anaheim. J'ai l'impression qu'il y a un problème de développement. Au repêchage, Anaheim est excellent, mais ils ne développent pas. Ils ont de la misère à aller chercher le potentiel, de maximiser le potentiel de leurs joueurs. 43 points cette année, dont 18 buts en 64 matchs. Il a 22 ans, encore une fois, pile dans la tranche d'âge pour le Canadien de Montréal, pour que ce soit intéressant. Et ça serait mon rêve. C'est un gars de caractère. Là. Ça serait mon rêve. Hey, ça serait tellement parfait. Là. Ouais. Et là, ma dernière équipe, il me reste 3 gars, OK? C'est les Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets, ils ont Boone Jenner, signé à long terme. Sean Monahan, signé à long terme. Sean Corelli, signé, en fait, tombe UFA cette année. Si les Blue Jackets veulent refaire les séries l'année prochaine, ils ont besoin de vétérans. Ce qui fait en sorte qu'ils ont 3 jeunes joueurs de centre qui pourraient monnayer pour aller chercher de l'aide aux ailes. Ils ont, toi, tu as parlé de Kent Johnson tantôt. Moi, c'est celui qui m'intéresse le moins du lot. Mais c'est une option intéressante, coûterait probablement moins cher. Cole Sillinger, Dimitri Voronkov et Adam Fantilli. Ce sont 3 joueurs de centre qui m'intéressent du côté de Columbus. Fantilli, 6 pieds 2, cette saison, 43 points en 70 matchs. Voronkov. C'est impossible qu'il l'échange, Fantilli. Moi aussi, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Impossible. I know. Mais il y en a plusieurs. C'est pour ça que je me suis dit que ça peut être intéressant. Voronkov, 6-5, cette année, 42 points en 61 matchs. Et Cole Sillinger, c'est 29 points en 54 games. Il est à 6-1. C'est probablement le plus prenable. Il a 21 ans. Donc, la marge de progression est très intéressante de son côté. Et comme il y en a plusieurs, c'est toujours question de qu'est-ce que tu as de trop pour recevoir ce que tu as de besoin. Moi, c'est comme ça que j'ai monté ma liste. Et comme il y en a plusieurs, je pense que Columbus, il y a quelque chose à faire pour négocier avec eux autres. Bonnes options. Sillinger était l'un de ceux que j'avais pensé par ailleurs pour plus tard, là, que j'avais mentionné. Fait qu'à quel point j'ai raison? Hein? À quel point vous embarquez dans ma liste? Ça dépend de ce que Columbus veut en retour, évidemment. Là. C'est toujours la question. Mais je pense que Sillinger est intéressant dans la mesure que c'est un joueur qui est quand même fort physiquement. Il a joué beaucoup au centre depuis quelques années. Il est très jeune. Il a une courbe de progression qui est intéressante. Le deuxième nom que vous avez emmené, vous avez mentionné en passant, mais peut-être que c'est une option intéressante, c'est de retourner du côté de Seattle et peut-être Jared McCann. Il a joué pas mal à l'aile l'année dernière, mais pendant 2 ans, il était joueur de centre. 40 buts, je pense qu'il avait compté 1 an, puis 29 buts l'autre année. Il est signé, je pense, pour un autre 2 à 3 ans aussi, et il a 28 ans. Je te dis ça, McCann, il est signé pour un autre 2 saisons à 5 millions. Puis il a 28. Effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être. Mais tu sais, moi, mon barème, c'était 25, mais si on élargit les cadres, 49 points cette saison en 72 matchs. C'est une équipe qui est absolument terrible.
qui ont de la misère à générer de l'attaque, même s'ils ont des défenseurs qui devraient supposément être capables de faire ça en Dunn et Montour. Euh, je pense que c'est une équipe encore un peu comme Buffalo qui manque une certaine robustesse, une certaine intensité. Beaucoup de joueurs très, très classiques, très de finesse. Mais je pense que McCann serait une option intéressante parce que, encore là, Seattle sont plus en mode reconstruction. Ils vont peut-être regarder pour le futur. Et Montréal ont beaucoup de défenseurs dans leurs jeunes défenseurs. Et la situation des jeunes défenseurs à Seattle est moyenne. Ils ont beaucoup de bons jeunes attaquants, en tout cas. Alors, ils seraient plus peut-être portés à échanger des attaquants. Mais en termes de futur à la défense, c'est très moyen, d'après moi. Alors, C'est là où c'est qu'un Mailloux, c'est des rumeurs, un Mailloux pourrait, un Strubble peut-être aussi, parce que peut-être savoir qu'est-ce qui reste dans le top 6, parce qu'on parle beaucoup de défenseurs depuis tantôt à Montréal, puis je sais même pas où ce que Strubble va jouer l'année prochaine. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place sur le top 6 pour Strubble. En effet. vous savez, c'est quoi j'avais pensé à ça avec un ami en jasant. Voici où est-ce qu'elle est la difficulté pour Montréal. C'est que tu as 6 défenseurs, ton top 4 va être utilisé beaucoup. Si un de ces joueurs-là se blesse, tu as un défenseur de troisième paire qui doit prendre le relais. Si à la gauche, tu dois choisir entre Struble et Jacky, la situation qui arrive, c'est que si tu perds Jacky, tu perds une tonne de confiance, d'intensité. Tu perds ce protecteur-là. Le problème, c'est que si tu as un de tes top 4 qui se blesse, il est beaucoup moins équipé que Struble à monter dans le top 4. Ouais. Alors, tu dois choisir c'est quoi ton poison, comme on dit. Là, en anglais, il dit you have to pick your poison. C'est un peu la même affaire. C'est quoi que tu fais dans ce cas-là? C'est là la décision que Montréal va en prendre. On dirait que Martin Saint-Louis, des fois, il n'a pas toujours confiance en Jacky, Ben, il en l'utilise son pas. utilisation. C'est le défenseur le moins utilisé. Puis rajoute à ça que si t'habilles juste 6 défenseurs et qu'il se bat, t'es à 5, là. Ouais. Tu hypothèques tes Mais autres si défenseurs. tu le perds, Là. imagine-toi, qui est là pour défendre tes joueurs si tu te perds? Ben, c'est pour ça que ça te prend. Ce rôle-là qu'il campe, ça devrait être un attaquant. C'est peut-être Jerry a la bonne idée. Peut-être que c'est dur à commencer la saison comme ça, là, mais peut-être dès le Comme à début l'année de l'année prochaine. prochaine. Ouais. Si tu veux C'est jouer quelque chose ici, à- il faut que tu deviennes un allié. Oui. Elle va prendre certains changements dans ses habitudes d'entre-saison. Ça serait préférable qu'il perde du poids dans ce cas-là parce que c'est beaucoup Ouais. plus de up and down à l'aile. Là. Alors, c'est sûr que tu dois préparer cette affaire-là dès maintenant, en autre mot. Là. Dès la fin de la saison, tu vas changer tes habitudes d'entre-saison, tu vas changer un peu ta façon de t'entraîner, tu dois préparer différemment, mais OK. c'est peut-être une option. Moins de pubs d'hamburger. À cette heure, tu fais des pubs de salade. OK? Mais si je me trompe pas, il me semble qu'Albert Jacquet Junior a déjà joué à l'attaque. Écoute. C'est sa première saison juste pour faire partie de l'alignement, mais après Ouais, ça, il n'a pas peut-être. beaucoup joué. Il n'a vraiment pas beaucoup joué après ça. Mais ce qui fait intéressant, par exemple, c'est que dans quelques années, tu peux avoir lui et son frère Ouais. à Harbour à l'aile, Florian au centre. C'est comme allez-y, les gars, Bash Brothers. Ouais, ça serait fou. Mais moi, en fait, c'est sorti nulle part, mais j'ai vraiment l'impression qu'Arbor Joker partira pas de Montréal, justement, parce que sinon, il n'aurait pas repêché son frère. J'ai le feeling qu'ils veulent vraiment. Tu sais, qu'ils sont très culture, là, à Montréal. J'ai le feeling que ces deux gars-là vont vraiment faire partie de cette culture-là, justement, de vous écœurez pas nos joueurs, puis tu sais. Florian, il sort de nulle part, il était repêché super loin, puis check, à Laval, ça va super bien. Ouais. Il y a du grit. J'ai le feeling que ce gars va fitter sur une quatrième, troisième ligne plus tard à Montréal très facilement. C'est de valeur que Tox s'était blessé parce qu'il avait tellement bien parti à Laval. Je l'ai vu Ouais. jouer 2 fois au début de saison. Puis il y a des affaires qu'on ne remarque pas des fois à la télévision. Quand tu vois comme Ryan Non, c'est pas Backer, pareil. exemple parfait. Là. Ryan Backer, j'ai tombé en amour avec lui lorsque je l'ai vu jouer en personne parce que là, j'ai vu toutes les subtilités de son jeu. Mais Toc, quand il était sur la glace, ça paraissait pas. Mais dès la deuxième période, quand la rondelle se ramassait au coin, le défenseur s'en débarrassait beaucoup plus rapide, puis c'était très évident à voir. Là. Tu voyais la passe, n'importe qui je la passe. Il frappe fort, c'est lourd. C'est pas spectaculaire, là. C'est pas comme un gros open ice que tu vas voir à la télévision, mais quand tu rentres, tu sens les os. Là. Oh, ça fait mal. Ouais, le monde patine ses talons, parce que tu sais Ouais. mais juste dans le camp d'entraînement à Montréal, il me semble que Tox c'était quelque chose aussi. Il frappait tout ce qui bougeait, puis il était tout le temps impliqué. Là.
Fait que, non, Puis il y a un bon tir aussi, mais il est limité, il est lent, il n'est pas très créatif du tout, là, mais pour le Power joueur skating duo, cet été. peut-être. c'est un bas d'alignement, mais plus Ouais. probable qu'il reste dans la Ligue américaine, mettons. Oui, probable. Mais c'est ça, j'entendais Pierre Dorion là, parler des espoirs du Rocket qui avaient des chances d'être des joueurs de la Ligue nationale. Et pour lui, Florian Jacquet, Owen Beck étaient dans la liste, mais Luke Tuck n'était pas là. Il a déjà 23 ans. Là. Fait que c'est ça. Les chances que ça débloque, puis pas une super grosse production non plus. Mais c'est ça, le Canadien manque d'espoir en attaque. Il y a Demidov, puis Rage. En termes de top espoir, il en manque. J'ai hâte de voir où est-ce que le Canadien va repêcher cette année, puis qu'est-ce qu'il va être en mesure de sélectionner. Ça va être de l'attaque. Là. Ils n'ont pas vraiment le choix. Là. Oui et non, mais Caulfield, Slavkovski sont encore très jeunes. Alors, ce ne sont pas des espoirs, mais ils sont d'une manière à cause de leur âge. Mais c'est sûr qu'avec 2 choix de première ronde en ce moment, je ne le souhaite pas, là, mais j'aimerais que Calgary perde des matchs pour qu'ils tombent en dessous de la 15e. Là. Parce que entre 1 et 4, de 1 à 6-7, c'est un beau niveau. Là. Après ça, de 7 à 15, c'est un deuxième tiers. Dès 15-16, le repêchage perd beaucoup de valeur après ça cette année. Là. C'est vraiment le top 15. J'aimerais ça qu'il y ait un choix dans le top 15 parce qu'il y a quand même des joueurs de deuxième centre disponibles pour le prochain repêchage d'intéressant. Puis, dernier sujet que je voulais amener dans la discussion, Michael H. qui a choisi de rester pour la prochaine saison avec l'Université du Minnesota. Je constate que c'est pas tant une surprise. Je veux savoir, Rick, surtout, toi, tu te spécialises là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que H travaille la saison prochaine pour se rapprocher de la Ligue nationale? Numéro 1, vraiment, ça serait évidemment travailler son physique là, parce qu'il est très, très frêle. Ça va prendre un peu de temps pour ça. Je pense que ça va être une grosse entre-saison pour lui. Il a perdu l'année avant son repêchage. Évidemment, on sait tous ce qui est arrivé, mais il y avait aussi une blessure sérieuse à l'épaule qui a un peu brisé son entraînement pendant très longtemps. Mais gagner en force physique va être très, très, très important pour lui. Et après ça, ça va être vraiment important qu'il améliore son jeu sans la rondelle. C'est un type de gars qui n'est pas toujours à la bonne position, puis on dirait qu'il essaie trop de jouer de finesse défensivement à la place de vraiment être autoritaire puis essayer de reprendre possession de la rondelle, même que moi, je crois qu'il est plutôt un ailier droit dans la Ligue nationale. Je pense pas qu'il va être un joueur de centre. Peut-être que oui, mais j'ai plus l'impression de voir à l'aile droite à cause de ça. OK. Mais il est encore super jeune, mais je pense que cette année, ça va être les deux choses qui vont vraiment, vraiment travailler parce que ça va améliorer aussi un petit peu son explosion. Même si c'est un super patineur, pour moi, quand on dit que quelqu'un est un bon patineur, j'entends des fois des joueurs dire c'est un bon patineur après ses 3-4 premières enjambées, mais dans la Ligue nationale, tu n'as pas de temps pour faire 3-4 enjambées pour prendre la vitesse. Là. Le plus explosif que tu peux être, le mieux que c'est. Surtout quand tu n'es pas fort physiquement, tu as besoin de gagner ce petit espace de plus pour faire des jeux. Alors, c'est vraiment les choses que je veux voir travailler beaucoup. Son côté physique, sa force, surtout sa haut du corps et son côté défensif. Il est mieux de mieux comprendre le jeu, devenir plus hargneux, essayer de briser des jeux plus rapidement aussi avec sa vitesse, il est capable de le faire. Alors, ça va prendre beaucoup de ça. Puis, je pense que l'année prochaine, j'espère avoir une grosse amélioration dans son jeu d'ensemble. C'est une bonne décision, dans le fond, de justement d'être resté 100%. là pour apprendre tous ces éléments-là. Ah oui. Il aurait vraiment été... ça aurait été une erreur, d'après moi, de le faire jouer à Laval l'année prochaine parce que avec le nombre de vétérans, puis il ne faut pas oublier, même si tout le monde veut se supporter dans la Ligue américaine de hockey, c'est des personnes qui sont proches de la Ligue nationale. Ils n'ont pas autant de patience pour tes erreurs que tu as dans le collégial. Ouais. Si tu fais une erreur puis tu fais mon trio mal paraître, mais moi, je parais mal devant tout le monde, puis ça brise mes chances de faire la Ligue nationale ou d'avoir un contrat ailleurs. C'est des joueurs de 27, 28 ans, même des joueurs de la Ligue américaine. C'est des joueurs qui... J'ai une famille à faire vivre, je veux avoir un autre contrat de la Ligue américaine. Je ne peux pas être patient avec toutes ces erreurs-là. Alors, le collégial, c'était vraiment, vraiment de loin la bonne idée pour lui. Oui, je pense aussi.
Puis, tu sais, il est encore jeune. Là. Puis, tu sais, il y a des choses à prouver encore dans le hockey universitaire. S'il avait brûlé, tu sais, la ligue, tu sais, mettons, A.B. Baker cette année, tu fais comme, bah, t'as plus rien à en prendre. Mais, tu sais, il parlait de « je veux gagner un championnat ». Ben oui, va être ce leader-là, va être celui qui va traîner une équipe vers les grands honneurs, va dominer. C'est tout le temps bon de dominer, peu importe le niveau. Ouais, c'est pas une année gaspillée. Là. Il n'y a jamais personne qui est resté trop longtemps dans un niveau plus bas. Il y a des gens qu'on a gradués trop vite, mais de rester une année de plus, ça n'a jamais fait de mal à personne. Là. On ne se comptera pas de blague. Là. Je te dirais que ça, c'est le biais du survivant, là, parce que ceux qui se rendent pas, on s'en souvient pas. Là. Tu peux te blesser puis avoir la carrière dans la Ligue américaine. Là, en tout cas, ça serait une autre discussion, mais oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup du biais du survivant là-dedans. Ouais. Rick Springhetti, un gros merci pour ta participation. Un rappel de dernière minute pour te joindre à notre enregistrement. Merci pour l'invitation, messieurs. J'ai adoré discuter avec vous comme d'habitude. C'était super bien. Yes. Jerry Godbout aussi, mon fidèle partenaire. Finalement, ça n'a pas trop fait mal la varlope que je t'ai faite en début de show. Hein? Non, je savais que t'allais gagner de toute face. façon. Je savais que t'allais gagner. Ben, je veux que tu gagnes, mais c'est correct. Voilà, c'est ça. C'est bien correct. Tout est bien qui finit bien. Je suis Et heureux. Voilà. J'espère que vous aussi, les auditeurs, vous êtes heureux. Et je vous rappelle le planning des prochaines semaines. Demain, je serai du côté du podcast La Brigade pour aller parler du Canadien avec des fans des Sénateurs. J'ai bien hâte. Super gang, donc on va les inviter, eux autres aussi, à venir de notre côté. C'est question de se faire des chums chez les ennemis. C'est bien correct. Ensuite, le 3 avril, Pierre Dagenet, l'ancien du Canadien et père de Maddox Dagenet, ancien premier choix au total de la LHJMQ, et Charles Pellerin, humoriste et surtout expert en repêchage de hockey, Chucky Pellerino, qui va venir jaser avec nous le 7 avril, qui va être dans une série de hockey sur Crave, qui va sortir bientôt. Donc, on va pouvoir parler de ce projet-là aussi dans le cadre de cette interview. Voilà les prochains rendez-vous. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. C'était JB Gagné, votre animateur, et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye!